Bienvenue sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Pour ce live, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous remercie aussi d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Ce live, on a choisi un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous, à savoir mon chien convulse. Et pour ce faire, je vous propose d'accueillir dans ce live justement un de mes confrères qui est spécialiste en neurologie, à savoir le docteur Aurélien Jandel. Voilà. Si vous souhaitez que nous fassions plus de live, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez que nous traitions comme sujet sur nos animaux. Et puis, on va diffuser des vidéos courtes dans ce live. Donc, faites attention parce que justement, nous allons avoir quelques vidéos qui peuvent toucher la sensibilité de certains, des vidéos courtes, mais pour lesquelles on va aussi voir des convulsions d'un animal. Nous allons d'abord parler du sujet du jour avec donc Aurélien Jandel et ensuite nous passerons aux questions-réponses. Nous essaierons pour chaque partie de pouvoir faire quelques questions-réponses. Alors surtout, soyez bienveillants entre vous tous. On va pouvoir poser des questions via le chat et puis entre nous pour que ce soit un moment de convivialité, un moment sympathique. Alors, dans les grandes parties, une convulsion, ça ressemble à quoi? Pourquoi est-ce qu'un chien convulse? Est-ce que c'est dangereux pour un chien? Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que propriétaire en urgence lorsque son chien convulse? On va faire un focus sur l'épilepsie du chien et puis des questions-réponses en fin de chaque partie pour voir ce qu'il en est. On parlait d'une convulsion avec une crise convulsive généralisée. Donc oui. On sait qu'il y a 3 phases, mais comme tu le disais, la plus impressionnante, c'est l'ictus. Bon, les signes les plus caractéristiques que tu rencontres, toi, les plus souvent bizarre, tout à coup tomber sur le côté, être très tendu, voire pédaler, avec le regard absent, la mâchoire contractée ouverte, de la bave peut sortir énormément et ces animaux qui peuvent faire leur selle et uriner. Et ça va durer environ 2 à 3 minutes. Et la première chose que les gens vont me dire, la première fois qu'ils voient cette crise, en fait, c'est qu'ils ont l'impression que leur chien est en train de mourir. Et comme je l'ai dit, 2 ou 3 minutes, quand je le dis comme ça paraît très court. En vrai, 2 ou 3 minutes de souffrance, de voir son chien dans la souffrance, c'est extrêmement long. Ça paraît beaucoup plus longtemps pour les propriétaires. Il y a vraiment, ils sont vraiment dans une phase où on se dit qu'est-ce qui se passe pour mon chien. Le chien, par contre, n'est pas là. Et je pense, je ne suis pas dans leur tête, je pense qu'il n'y a pas de souffrance. C'est on souffre plus de voir son chien épileptique plutôt que le chien souffre dans la mesure où il est ailleurs, en quelque sorte. Il dort, il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Donc ça c'est vraiment la description classique d'une crise. Et après il y a l'après-crise où le chien se réveille, où il va se remettre debout, on reconnaît pas son chien tout de suite. On sent ailleurs. Il va déambuler, il va être désorienté, il peut se cogner parce que il peut devenir aveugle temporairement. Vas-y. Je pense qu'on a un petit décalage de son, toi et moi, maintenant. Ouais, exactement. On a un petit décalage, ouais. Et donc, parfois, dans de rares cas, et c'est là où il faut faire attention, les chiens peuvent être agressifs dans cette période-là parce qu'ils ne reconnaissent pas les propriétaires. Alors, est-ce que le chien, il est tu disais, il est plutôt ailleurs, on a vraiment l'impression qu'il est ailleurs. Est-ce qu'on peut dire qu'il est inconscient dans la majorité des cas, finalement, lors des crises? Alors, la question se pose, le terme d'inconscient, chez l'homme, c'est à peu près facile de s'en rendre compte parce que pendant qu'il y a une crise, on peut leur dire un mot-clé qui peut être une bêtise extincteur et après la crise, est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit? On peut évidemment pas faire ça avec son chien, donc ça ne peut être qu'une impression. Et donc, d'où vient cette impression? C'est qu'on a beau les stimuler, leur faire coucou, leur montrer qu'on est là, il n'y a pas de réaction. Et ensuite, donc ça c'est pendant la crise. Et après la crise, on a l'impression dans ces moments-là, quand on veut échanger avec eux, qu'ils ne répondent pas, qu'ils ne te regardent pas. Donc il y a une perte de conscience, pas systématiquement dans toutes les crises. Et à une certaine époque, quand on définissait une crise convulsive généralisée, ça incluait forcément une perte de conscience. Maintenant, de nos jours, on est un peu moins strict, mais dans la majorité des cas, votre chien va être inconscient. C'est ça c'est une des caractéristiques. Sauf quand on a des crises focales.
où il y a juste une seule partie du corps qui va être touchée, ou où il y a juste le visage qui va être touché. Dans ces cas-là, certains animaux gardent leur conscience. On appelle ça des crises convulsives partielles. À l'époque, on appelait ça partielle, maintenant on appelle plus ça focale. Et donc ça, c'est la vidéo du Labrador ou Golden, je ne sais plus, je ne sais pas si on peut la passer pour montrer ça, hein, où on a une crise focale partielle. Alors, c'est bon, on donc va voir que là, il n'y a pas de convulsion, mais c'est quand même une crise convulsive. Et donc, si vous regardez, c'est tout le côté gauche qui est touché. Avec le Labrador blanc qui est au sol, effectivement, la vidéo. Là, je vois pas les vidéos, hein, du coup, comme j'ai pris mon ordinateur, donc c'est toi qui... Oui, ça arrive, voilà, le voilà. Et donc, normalement, vous voyez un tressaillement sur le côté... ça va être le côté gauche, hein, de la babine, de l'œil. Et donc ça, c'est la même chose qu'une crise convulsive généralisée, mais c'est moins impressionnant. Mais c'est pas parce que c'est moins impressionnant qu'on ne doit pas le traiter. Et c'est ça qui est paradoxal. Là, tu vas pas trop t'inquiéter quand ton chien, va faire ça, mais justement, on devrait le traiter de la même manière que s'il faisait une crise convulsive généralisée. Et enfin, tu as un peu un mix des deux, donc c'est surtout chez le chat, où ça peut commencer par un côté focal, partiel, avec chez le chat des tressaillements des babines, avec une salivation, et ensuite une généralisation. Donc ça va être la vidéo. Si tu arrives à la passer, où on va voir ça. Donc encore une fois, c'est des choses qui peuvent être impressionnantes. Donc si vous êtes émotif, ou si c'est des choses qui vous font vraiment du mal à voir, ne regardez pas. Dites-vous que ça peut être le quotidien de certaines personnes. Et encore une fois, moi c'est très dur ça avant. Ouais. Et encore une fois, je ne connais pas un vétérinaire ou une infirmière qui s'est banalisé à cela. C'est-à-dire que moi, quand dans mes hôpitaux, il y a un chien qui convulse, même si on est pro, il y a une micro-panique qui s'installe parce qu'on a peur, on ne se sent pas bien. Alors, on est pro, encore une fois, on sait quoi faire, mais même quand on est pro, on a du mal à gérer ça. Donc, quand on n'a pas l'habitude, c'est extrêmement traumatisant. Et en plus, c'est difficile d'en parler avec quelqu'un. C'est-à-dire que si tu vas voir tes parents, si tu vas voir tes amis, tu dis « mon chien, il convulse », on va te regarder, oui, bon, ben, ok, pourquoi oui, il convulse, et alors? Et tant qu'on l'a pas vécu, tant qu'on l'a pas vu, c'est extrêmement difficile de se représenter ce que c'est. Ouais. Alors, justement, Aurélien, il y a des convulsions, il y a des tremblements, il y a plein de choses qui peuvent ressembler à des convulsions, justement. Oui. Comment tu peux différencier les convulsions d'autres tremblements finalement? Alors, si tu es un être humain, ce qu'on va faire, c'est un examen qui va s'appeler un électroencéphalogramme. C'est-à-dire qu'on va mettre des petites capsules sur la tête, on va t'hospitaliser pendant 1 jour, 2 jours, etc. Et on va enregistrer l'électricité qu'il y a dans ton cerveau. Si tu es un chien, c'est un peu plus compliqué. C'est faisable. Il y a des travaux prometteurs qui sont faits, notamment à Lyon, là-dessus. Mais il faut comprendre que oui, c'est difficile de mettre un casque avec des électrodes à un chien. Il faut le garder hospitalisé. Il faut espérer que pendant cette période-là, il fait des crises. Donc en fait, on n'arrive pas à avoir le même degré de précision que chez l'homme. Donc du coup, à l'heure actuelle, là, on va se baser dans un premier temps sur la description des propriétaires. Et donc quand on est propriétaire, ce qu'il faut essayer de voir, c'est est-ce qu'on peut identifier 2 phases. Donc clairement un chien qui va être tendu et perdre conscience, comme on l'a vu. Et derrière, un chien qui va mettre du temps à se réveiller. Donc ça peut être un premier indice. Mais j'ai plein d'anecdotes là-dessus où j'ai des propriétaires qui me racontaient les convulsions et j'avais vraiment l'impression que c'était des convulsions. Et quand ils m'ont rapporté des vidéos, en fait, c'était pas du tout ça. Parce qu'on ne va pas expliquer les choses de la même manière, parce qu'on ne va pas voir les choses de la même manière. Donc le meilleur moyen, c'est soit quand vous avez un chien en convulsion, c'est... le faire constater par un vétérinaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc du coup, maintenant de nos jours, la plupart des gens ont des smartphones. Donc ça peut être, si vous arrivez à avoir le cran de le faire, de filmer votre chien ou votre chienne en train de faire des convulsions. Alors pas trop dans les bras, on a envie de les rassurer à ce moment-là, mais il faut vraiment le faire au calme, un peu comme vous avez vu sur
vidéo, un film, pour pouvoir pour que nous, on puisse voir ce qui se passe, en fait, si vous voulez. Mais en dehors d'une recommandation vétérinaire, on peut pas vraiment faire de l'autodiagnostic, et je le déconseille fortement, parce on peut vraiment commencer à imaginer des choses qui ne sont pas réelles. Il y a plein de maladies qui ressemblent à des convulsions et qui n'en sont pas. Hein. Oui. Alors, Aurélien, justement, pourquoi est-ce qu'un chien convulse, justement? Parce que, est-ce que tu as moyen de vulgariser finalement cette physiopathologie, hein, pour expliquer un petit peu aux auditeurs qu'est-ce qui explique, hein, finalement ces convulsions? Donc en gros, ce qu'il faut imaginer, c'est que dans le cerveau, il y a de manière normale des échanges électriques. Hein. C'est comme une pelote de laine de fil électrique, et on va avoir de l'électricité qui va aller se mettre un petit peu partout dans le corps, et c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on bouge. Et en fait, on peut appeler une convulsion comme si c'était un orage électrique dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il va y avoir des coups de foudre un petit peu partout au même moment, qui vont tous se répartir partout et qui vont du coup déclencher des impulsions partout dans le corps. Donc en premier dans le cerveau, c'est pour ça qu'on devient inconscient. Ensuite, ça va aller dans tous les muscles, c'est pour ça qu'on va avoir des animaux qui se raidissent ou qui vont pédaler. Et également, les nerfs, ils vont aller vers les glandes. Donc les glandes salivaires, ce qui fait qu'on va avoir une extrême salivation, et puis tout ce qui est la vessie va se contracter également. C'est pour ça qu'on a les selles. Et donc ça va durer que 2-3 minutes, parce que si ça dure plus que 5 minutes, on sait qu'à partir du moment où ça dure plus de 5 minutes, on commence à avoir des neurones qui peuvent mourir. Donc le corps a une espèce d'automécanisme de régulation, et ça va faire comme un ordinateur qui s'éteint. C'est-à-dire que ton ordinateur il bug, ton live il bug, et ben ça va s'éteindre d'un coup, et après du coup il va falloir tout redémarrer la machine, et ça c'est la dernière phase. Et donc c'est ce qu'on voit quand son chien fait la crise, c'est le cerveau qui se redémarre, c'est les fonctions normales qui se remettent en place. Donc ça, quand j'explique les choses, ça permet de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe dans le cerveau d'un chien. Au niveau moléculaire, c'est beaucoup plus compliqué que cela, mais on n'a pas besoin de savoir plus en fait quand on est propriétaire. Donc, ouais, je te remercie. Alors, exactement. Alors, il y a 3 grandes causes. Oui. Alors, en fait, on ne convulse pas comme ça. Hein. Et globalement, j'explique toujours qu'un chien a convulsé pour 3 grandes raisons. De convulsion. Alors, désolé, il y a un petit décalage de son entre nous deux. C'est les joies du direct. Hein. Mais il y a des problèmes qui sont potentiellement des problèmes sanguins, dans la tête, ailleurs. C'est ça. C'est ça, il y a 3 grandes catégories. Donc on peut convulser parce que le sang qui circule et qui va au cerveau n'est pas normal. Donc soit parce qu'on a ingéré un produit toxique, soit parce que l'un des organes ne fonctionne plus et ne détoxifie pas le sang, ce qui fait qu'on va avoir du sang anormal qui va monter au niveau du cerveau. Donc ça, c'est la première cause. Deuxième grande catégorie de causes, un vrai problème au niveau du cerveau. C'est-à-dire que tu peux avoir, on pense tous à une tumeur au cerveau. Une tumeur au cerveau peut entraîner des convulsions. Une malformation, il y a des animaux qui naissent avec trop d'eau dans le cerveau, on appelle ça l'hydrocéphalie, ça peut entraîner des convulsions. Ce qu'on voit beaucoup de nos jours, parce qu'ils sont à la mode, c'est sur les petits chiens de type chihuahua, les bulldogs français et les yorkshire, qui ont des maladies auto-immunes du cerveau, on appelle ça une encéphalite. C'est très peu connu. Ouais. Personne n'entend parler de ça, mais c'est ce qu'on voit quasiment autant que les tumeurs au cerveau. Plus rarement, il y a les AVC qui font ça. Et une fois qu'on a écarté ces 2 premières causes, c'est-à-dire un problème sanguin et un problème dans la tête, eh bien, on va appeler ça de l'épilepsie idiopathique ou épilepsie essentielle, c'est-à-dire qu'on a des animaux qui font des crises d'épilepsie sans réelle cause. C'est-à-dire que souvent, c'est dû à certains facteurs génétiques, mais en gros, je n'arrive pas à identifier une maladie sous-jacente. Et dans ce cas-là, on va les traiter avec des anticonvulsivants parce qu'il n'y a pas d'autres maladies. On n'a pas besoin de traiter d'autres maladies à l'origine de cela. Et donc, c'est le meilleur diagnostic dans le sens où on va pouvoir traiter les choses sans avoir à s'attaquer à une maladie plus grave dessous.
Ouais, je te remercie. Alors, pour connaître la cause précise, justement, parce qu'il y a plusieurs causes possibles, hein, comme tu le disais, Oui, avec des âges de survenue très variables, hein, finalement, chez nos animaux, qu'est-ce que le vétérinaire peut recommander? Parce que là, il va falloir non seulement faire une consultation, bien entendu, mais il y a oui. des examens complémentaires Alors, qui voilà, sont il y a des nécessaires. examens complémentaires. Alors, pour diagnostiquer l'épilepsie idiopathique ou l'épilepsie essentielle, il n'y a pas de test. On est obligé d'exclure les autres causes. Alors, on peut déjà avoir une bonne idée. C'est-à-dire qu'il y a une règle générale qui fonctionne plutôt bien. C'est pas du 100%, mais ça peut aider. C'est que un chien qui a sa première crise entre l'âge de 6 mois et 6 ans, qui est d'une race connue pour faire de l'épilepsie, qui est normal, complètement normal entre ces crises et qui fait des crises généralisées, on va fortement suspecter de l'épilepsie essentielle ou épilepsie idiopathique. Mais ce n'est pas une règle à 100%. Donc pour ça, c'est un jeu d'exclusion. Et généralement, en fait, on va du moins invasif au plus invasif. Donc ça, il faut écouter votre vétérinaire pour savoir ce qu'il faut faire. Mais généralement, on recommande des prises de sang, tout simplement, pour vérifier que les organes fonctionnent bien. Et donc ça, on appelle ça, en gros, c'est le premier degré de certitude d'épilepsie. Ça peut être des prises de sang en une seule prise de sang, ou ça peut être des prises de sang un peu plus compliquées, où il faut faire une prise de sang à jeun, puis on donne à manger, on refait une prise de sang 1 heure et demie après. Donc ça, il faut vraiment demander à vos vétérinaires ce qu'ils font. Et ensuite, si on veut savoir ce qui se passe au niveau du cerveau, malheureusement, on n'a pas d'autre moyen que de l'imagerie. Quand j'entends imagerie, il y a scanner ou IRM. IRM étant le top du top pour voir ce qu'il y a dans le cerveau. Ça nécessite une anesthésie générale, c'est un gros inconvénient. Il faut anesthésier un chien pour faire une IRM. Et derrière, on peut également proposer ce qu'on appelle une ponction lombaire, c'est mettre une petite aiguille derrière le cerveau pour faire couler le liquide qui tourne autour du cerveau et l'analyser pour voir s'il n'y a pas une maladie comme une encéphalite. Donc tout ça, ce sont des examens pour être sûr qu'on a un chien qui est bien épileptique et qui n'a pas autre chose. Et ça, vraiment, écoutez vos vétérinaires pour savoir quel type d'examen faire et ils sauront vous orienter. Il y a des examens qu'on peut faire facilement, il y a des examens qu'il faut faire dans des centres spécialisés, mais il faut vraiment poser la question de savoir ce qui est nécessaire parce que tout n'est pas toujours nécessaire. Alors justement, je te remercie parce qu'on a une question de Neo Trinity justement sur l'épilepsie. Qui devance un petit peu les questions qui allaient venir, hein, justement, c'est est-ce que l'épilepsie est héréditaire? Alors là, je t'entends plus, Valérie. Mais je peux essayer de répondre à la question. Je te repose ma question. Là, c'est bon. Ouais. Donc la question, c'est celle de Neo Trinity. L'épilepsie peut-elle être héréditaire, c'est ça? Oui. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des épilepsies qui sont génétiques, c'est-à-dire pour lesquelles on a identifié un gène. Voilà, exactement. Mais c'est une minorité. Il y a quelques races. C'est ça, effectivement. Est-ce que l'épilepsie peut être héréditaire chez nos chiens? Alors voilà, donc l'épilepsie génétique avec un gène identifié, elle est très rare, c'est que quelques races, on pourra en reparler si tu veux après. Après, ensuite, il y a l'épilepsie présumément d'origine génétique, c'est-à-dire on suspecte fortement qu'il y a un gène responsable ou un groupe de gènes responsables, mais on ne l'a pas vraiment identifié. Et ça, c'est la majorité des animaux. Pourquoi on pense qu'il y a ça? C'est parce qu'il y a des races qui vont présenter plus de crises convulsives que d'autres. En France, les border collie, les bergers australiens, on va avoir les canets corso, on en voit beaucoup. Pourquoi, du coup, on peut se dire pourquoi dans cette race-là? C'est probablement parce qu'il y a un caractère génétique. Et qui dit génétique dit qu'il y a potentiellement hérédité. Mais c'est pas parce qu'on a un papa, une maman ou un grand-père ou une grand-mère qui fait de l'épilepsie qu'on va forcément développer de l'épilepsie. Et l'inverse est vrai, c'est pas parce que les grands-parents sont sains, les parents sont sains, qu'on ne peut pas être épileptique. Donc c'est pas aussi simple que un gène de la myopie, par exemple chez l'homme. Il y a un caractère familial, il y a un caractère héréditaire. Et enfin, il y a des animaux pour lesquels la race n'est pas connue, qui vont quand même présenter de l'épilepsie essentielle, épilepsie idiopathique, sans qu'il y ait de facteurs héréditaires ou génétiques. Donc, il y a
il y a plusieurs possibilités. Mais globalement, effectivement, il y a une part d'hérédité dans l'épilepsie idiopathique d'origine génétique ou présumément d'origine génétique. D'accord, je te remercie. Alors, donc ça, c'était une spéciale dédicace pour Neo Trinity, un petit peu en avance sur le sujet. Si je reviens sur justement ce dont on vient de parler, les crises convulsives, c'est vrai que les images sont assez impressionnantes. On voit que l'animal, voilà, il y a souvent une perte de conscience aussi. Est-ce que c'est dangereux pour un chien? Et une question que les propriétaires peuvent aussi souvent nous poser en clinique, c'est est-ce qu'un chien peut mourir d'une crise convulsive? Oui, quand on est propriétaire, j'ai l'impression que c'est la première chose qu'on va se poser, c'est déjà est-ce que mon chien peut faire une crise cardiaque suite à une crise d'épilepsie, parce que c'est tellement fort qu'on peut se dire est-ce que le cœur va lâcher. Alors non, il n'y a pas vraiment de crise cardiaque à proprement dit. Par contre, il y a des choses qui peuvent se passer, notamment chez les chiens qui ont des nez plats. C'est des animaux qui, parce qu'ils vont saliver, ils peuvent s'étouffer. C'est des choses qui arrivent, c'est pas extrêmement fréquent, mais ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, on ne peut pas recommander aux gens d'essayer d'attraper la gueule ou de nettoyer parce que les claquements de mâchoire sont tellement forts qu'on peut se blesser. Donc ça, c'est une première cause de mortalité. Ensuite, il va y avoir des animaux qui, quelques temps après une convulsion, peuvent mourir subitement. Et ça existe aussi chez l'homme, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ça, c'est des choses qui sont assez rares, fort heureusement, mais c'est tellement traumatisant que je le mentionne, que ça peut arriver. Mais vraiment, ne pensez pas que c'est quelque chose qui va arriver de manière systématique. Ensuite, il y a la possibilité que la convulsion ne dure pas 2 ou 3 minutes, mais dure beaucoup plus longtemps. On appelle ça le status epilepticus. C'est-à-dire qu'au lieu de durer 2-3 minutes, ça ne s'arrête pas. Ça va être 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, etc. Ça, c'est surtout sur les chiens, je trouve, qui ont été intoxiqués et pour lesquels on ne va pas les emmener directement chez le vétérinaire pour X raisons. Et là, le problème, c'est que les animaux vont tellement convulser que les neurones vont trinquer et vont faire un œdème, vont mourir, et on peut avoir des animaux qui vont passer dans un coma qui est irréversible. Ça, j'en vois très très rarement, très rarement. Hein. Donc globalement, dans la majorité des cas, je dirais à peu près plus de 95% des cas, un chien ne meurt pas d'une convulsion. Donc ça doit être rassurant. Je me veux toujours rassurant quand j'ai des propriétaires qui sont inquiets par rapport à ça. Il y a très peu de chances que ça arrive. Mais alors, néanmoins, il y a quand même une question que j'ai envie de te poser. Oui. C'est à quel stade doit-on considérer qu'il faut consulter en urgence son vétérinaire? Quand je dis en urgence, c'est pas si ça survient, imaginons à 6 h du soir le mardi, j'imagine, on n'attend pas 7 h du matin le mercredi matin. Enfin, c'est... Non. Alors, il faut effectivement... Alors, de toute façon, quand vous êtes inquiet, quand tu es inquiète, il y a un réflexe à avoir, c'est appeler votre clinique vétérinaire. Votre clinique vétérinaire, elle a l'obligation soit d'assurer un service d'urgence, soit de vous orienter vers une structure où un vétérinaire va vous répondre. Et à ce moment-là, vous allez décrire les symptômes et on va vous dire s'il faut l'amener de manière urgente ou pas. Donc ça va être la réponse valable pour tout. Ensuite, globalement, on considère qu'un chien, à partir du moment où il y a plus de 5 minutes de crise convulsive, c'est une urgence. Il faut aller le présenter dans une clinique vétérinaire pour lui mettre des molécules pour arrêter. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est si un chien enchaîne les crises dans la journée, qu'elle dure 2-3 minutes, mais que tu vas en avoir 2, 3, 4, 5, 6, ça peut aller parfois jusqu'à 10, et que l'animal n'arrive pas à se remettre complètement entre chaque crise. Là, pareil, réflexe, vous appelez votre clinique vétérinaire, vous êtes basculé sur un service d'urgence et on vous dit ce qu'il faut faire. Mais si vous avez une seule crise, que c'est jamais arrivé avant, qu'elle a duré 2-3 minutes et que le chien s'est remis, si vous êtes inquiet, n'hésitez pas à demander à être vu, mais ça peut arriver qu'on conseille aux propriétaires de surveiller dans la nuit parce qu'il y a quand même beaucoup de chiens qui vont faire une seule crise convulsive dans leur vie sans que ça se répète forcément. Et que généralement, quand on a une crise isolée comme cela, on ne va pas tout de suite penser à traiter. Et donc, ça peut arriver qu'on donne des conseils par téléphone en disant vous surveillez. S'il y a une deuxième crise qui se reproduit, dans ces cas-là, il faut venir. Donc voilà, ça serait mes recommandations et c'est ce qu'on donne en recommandation à nos propriétaires.
D'accord, je te remercie. Alors, il va falloir avoir quelques réflexes par rapport à son chien quand il est en crise, Oui. hein, parce qu'il va falloir le protéger aussi, parce que pour lui, ça peut être dangereux. Il peut se blesser, il peut lui arriver pas mal de choses finalement quand on voit les mouvements qui peuvent être assez violents. Tu conseilles quoi, toi, aux propriétaires justement, par rapport à la protection de son animal, en fait? Alors effectivement, il y a deux aspects. Il y a la protection de l'animal et la protection de l'humain. Et les deux Hum, sont importants pour moi. Donc si on va aller sur la protection de l'animal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de base, un chien, c'est costaud. Un chien, c'est capable d'endurer beaucoup de choses. Et alors ce qu'on a peur souvent, il y a deux choses que les propriétaires vont me dire, c'est que j'ai peur qu'il se claque la tête contre un mur ou qu'il se blesse. Alors oui, ouais. ça arrive, mais je me souviens pas avoir vu de trauma crânien entraîné par ce genre de choses. Ça peut arriver que la langue soit un peu blessée ou qu'il y ait une dent qui soit un petit peu, qui puisse être cassée, mais en règle générale, ce sont des blessures qui sont bénignes et qui vont cicatriser assez vite, hein. Ouais. Donc, ce que je recommande quand même, si on arrive, déjà, c'est de toucher le moins possible, mais de mettre dans un endroit où le chien ne peut pas tomber. C'est-à-dire que si on était sur le canapé, essayer de se mettre par terre sur un tapis, s'écarter assez loin des murs. Alors le problème, Euh, c'est qu'il risque de nous mordre, ce chien, Voilà, quand il conduit. et c'est ça le problème, c'est il faut protéger autant le chien que l'humain. Donc déjà, Hum, pour moi, la règle, c'est pas d'enfant. C'est-à-dire que s'il y a un enfant dans une pièce, il s'approche pas du chien, elle s'approche pas du chien. Ils peuvent les voir parce que je pense que ça fait partie de la vie et que les enfants aiment leur chien et veulent savoir ce qui se passe. Mais il faut leur apprendre tout de suite, jamais on ne touche un chien qui fait une convulsion. On ne s'approche pas de la gueule, on ne s'approche pas des griffes, on n'essaye pas d'attraper la langue, un chien ne peut pas avaler sa langue. Donc on n'essaye pas d'attraper la langue, vous risquez de vous faire mordre et de vous faire très mal. Une blessure de chien, c'est extrêmement dangereux, hein. Donc ça, pendant la crise, on peut toucher, un petit peu pousser, mais allez-y doucement, hein. Euh, et ensuite, il y a l'après-crise. Il y a quelques chiens, et c'est très rare, qui vont attaquer après la crise. Alors là, ah ouais. pareil, pas d'enfant à côté, vous vous éloignez, vous laissez le chien tout seul. Je suis désolé, mais s'il se fait mal, s'il se cogne, il vaut mieux vous protéger vous. C'est comme dans l'avion, hein, de toute façon. Quand il y a Hum, un problème, on te dit d'abord tu mets ton masque à gaz sur toi et ensuite tu mets ton masque à gaz sur les enfants. C'est pareil. D'abord on protège l'humain et ensuite vous allez protéger le chien, hein. Et globalement, donc il y a des gens qui vont dire oui, il faut les mettre dans le noir, il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, si ça vous arrive, vous allez voir que vous n'allez pas avoir le choix. Vous allez faire ce que votre instinct vous dicte. Et alors il y a des gens qui veulent malgré tout être près de leur chien et être là pour les rassurer. Il n'y a pas de problème, mais c'est vous que vous allez vous rassurer. C'est pas le chien qu'on va rassurer, parce que le chien il n'est pas là. Donc on peut très ouais. bien soit quitter la pièce, on peut. Alors ce que je conseille, c'est de chronométrer pour voir le temps passer, filmer et s'occuper un petit peu pour essayer de ne pas paniquer. Ça peut être aller prendre le téléphone, chercher le numéro du vétérinaire. Il y a des vétérinaires qui vont vous conseiller d'injecter un produit dans les fesses ou dans le nez pour stopper la crise. Donc ça, c'est uniquement sur prescription, hein. Ne le faites pas vous-même parce que vous avez vu ça sur Internet. C'est uniquement sur prescription et si on estime que c'est nécessaire. D'accord. Donc finalement, quand son chien convulse, on respecte les consignes de sécurité que tu viens de nous donner, hein. Comme voilà, effectivement, un steward quand on monte dans l'avion, là tu nous Oui. as donné quelques règles simples parce que son animal, bah oui, est inconscient, donc c'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles il faut faire attention, éviter de se faire mordre, surtout de se faire griffer, parce qu'il y a aussi le cas du chat, hein. On parle du chien, mais Et il le y a chien, quelqu'un. ça fait mal, hein. Et effectivement, le chien n'est pas conscient. Et donc, il faut arriver. C'est impossible de garder son sang-froid dans ces moments-là. C'est normal de paniquer, mais il faut penser à la sécurité en premier. Et Ouais. si un chien vous mord, c'est pas parce qu'il est méchant. Votre chien n'est pas devenu méchant d'un coup, hein. C'est qu'il n'est pas lui-même à ce moment-là. Et quand il va se remettre, il ne sera plus méchant. Mais c'est quand même un danger. Et est-ce qu'il y a une moyenne que tu indiques parfois après une crise, une moyenne de temps pour pouvoir de nouveau s'approcher de son animal? Ou est-ce qu'il y a des signes qui permettent de dire ok, là c'est bon, je peux m'approcher de mon animal, il y a moins de danger, il y a moins de risques, pour pouvoir ensuite effectivement soit l'emmener à la clinique, soit voilà, quels sont les signes qui disent les feux sont au vert, je peux aller m'approcher de lui, je peux. Alors, les feux sont au vert si tu n'as pas de signe d'agressivité.
Si tu vois qu'il n'y a pas de grognement, qui ne te monte pas la mâchoire, qui t'aboie pas dessus et qui t'attaque pas, généralement c'est ouvert. Donc il faut s'approcher tout doucement. Parce qu'encore une fois, ça peut prendre la phase après la crise, ça peut prendre quelques minutes à une demi-heure. Et donc si on voit qu'on arrive à s'approcher et qu'il n'y a pas de signe d'agressivité, généralement c'est vraiment à ce moment-là que ça se pose. Pendant la crise, si vous avez un petit chien, il y a des gens qui les prennent dans les bras et pour lesquels ça se passe bien. Hein, donc il faut faire très attention. Sur un grand chien, c'est impossible. Un grand chien de 80 kilos, la vidéo qu'on a vue, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas le porter. Et dans ces cas-là, il faut attendre qu'il soit capable de marcher. Faut pas hésiter à se faire accompagner parce que si tu habites pas à côté du vétérinaire à pied, comme la majorité des gens, la crise elle peut se produire dans la voiture. Et c'est bien qu'il y ait une personne qui conduise et une personne qui soit là pour essayer d'aider tout simplement. Hein. Donc si on peut être deux aussi, c'est mieux à ce moment-là. C'est pas des conseils écrits dans les livres, ça. Hein. Ça c'est des conseils d'expérience où je vois les gens en panique arriver chez nous et faut vraiment se faire aider dans ces moments-là. Quelqu'un de la famille, un voisin, une voisine, faut pas hésiter à demander. Hein. Oui, tout à fait. Non, je te remercie. C'est toujours important. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à nous poser. Hein, on va continuer après. Justement, on va faire un focus sur l'épilepsie, hein, parce que je pense que vous êtes plusieurs à être concernés aussi par l'épilepsie de votre chien. Si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat, hein, bien sûr. Hein, on y répondra donc au fil de l'eau. Alors, juste pour l'épilepsie, justement, un petit rappel, hein, parce que c'est une maladie qui est chez le chien. Tu me dis si je me trompe, Aurélien, mais comme chez l'humain, qui est provoquée par une hyperactivité des cellules nerveuses et qui se caractérise par des crises. Est-ce que c'est très fréquent chez nos chiens, l'épilepsie? Alors, c'est pas très fréquent, heureusement. En France, j'ai pas réussi à trouver de chiffres, mais je sais que dans les pays comme le Royaume-Uni, on estime qu'il y a à peu près 1% de chiens épileptiques. Donc, c'est pas énorme, 1% de chiens épileptiques. Mais ma réponse, elle est un peu biaisée parce que tu vas avoir des races où l'épilepsie est beaucoup plus fréquente. Il y a certaines races de bergers belges où c'est carrément 20% des chiens épileptiques. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. C'est énorme, c'est-à-dire un chien sur 5 est épileptique. Donc dans la population moyenne, c'est pas énorme, mais voilà, sur certaines races, donc on en a parlé un petit peu. Alors en fait, quand tu vas regarder dans la littérature, dans la littérature anglo-saxonne, on a des races qui sont pas très adaptées en France. En France, les races qui posent énormément de problèmes sont Canet Corso, Border Collie et je trouve berger australien. Et encore, je pense que ça doit être régional parce que j'ai des collègues qui n'ont pas forcément le même avis que moi. Mais globalement, on peut avoir ça aussi chez le Labrador, le Golden Retriever. Il y a des Carlins, il y a des boxers. Il y a même le Bulldog français qui peut avoir de l'épilepsie. Et donc, il y a des races à risque. Mais est-ce qu'il du coup, il faut éviter ces races-là? Je dirais pas ça parce que ça reste quand même une minorité. Mais il faut être conscient que quand on prend un Canet Corso ou un Border Collie, on peut avoir un chien qui est épileptique. Donc, il faut pas hésiter à demander à l'éleveuse ou à l'éleveur si il y a de l'épilepsie dans la race. Très souvent, les éleveurs ont conscience de ça et vont essayer de collecter de l'information. Alors, ils ne peuvent pas le dépister, malheureusement. Alors, c'était ma question. J'allais te poser justement, est-ce qu'un test de dépistage existe? Parce que finalement, ce serait rassurant quand tu adoptes un Border Collie ou un berger australien. Et c'est l'avenir. Mais en dehors de quelques épilepsies, chez le Lagotto Romagnolo, chez le Rhodesian Ridgeback, c'est pas vraiment de l'épilepsie, mais il y a des formes d'épilepsie myoclonique chez le teckel à poil dur. Il y en a quelques autres. Là où il y a un gène identifié, donc les éleveurs peuvent éliminer de la reproduction ces animaux-là. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on va parler plus d'épilepsie familiale dans les autres races. Et même s'il y a eu des recherches de fait, il n'y a pas de gène qui a été identifié. Il y a des gènes candidats. On sait qu'il y a des gènes qui sont très tendancieux et qui, quand on a une mutation, on a plus de chances peut-être de faire de l'épilepsie, mais c'est pas aussi simple que je vais faire une prise de sang, j'envoie la prise de sang à un laboratoire génétique et je sais si mon chien va être épileptique ou pas. À tel point qu'on est obligé de faire la démarche chez tous ces animaux-là, malheureusement. Hein. Ouais. Il y a deux types d'épilepsie. Tu as la primaire, tu as la secondaire. Oui. Si on commence par la primaire, est-ce qu'on peut dire que c'est la principale cause d'épilepsie chez nos chiens? Et surtout, donc on revient là-dessus. Un primaire, c'est plutôt d'origine génétique. Un secondaire, c'est plutôt lié à un traumatisme dans le cerveau. Tu me dis si je me trompe.
Au cerveau ou un problème sanguin, ouais, exactement. Voilà. Primaire, il n'y a pas de cause, et secondaire, il y a une cause. Et la primaire, c'est vraiment la principale cause d'épilepsie chez nos chiens Oui, aujourd'hui. oui, oui, c'est une impression. Alors, après, ça dépend de l'âge de ton chien. C'est-à-dire que si on me présente un chien qui a entre 6 mois et 6 ans et qui a fait sa première crise, là, je vais dire aux gens, effectivement, il y a plus de chances que. Mais après, je vais aussi m'aider de la race. Si Mm. c'est un petit Yorkshire, si c'est un petit bulldog où il y a des encéphalites, là, je vais dire attention, ça peut être. On a l'impression que c'est l'épilepsie primaire, mais ça peut être une épilepsie secondaire. Par contre, dès lors que tu t'éloignes de cet âge-là, dès lors que tu vas chez l'animal âgé, là, on a plus de chiens qui vont avoir une épilepsie secondaire, c'est-à-dire un problème au niveau du cerveau de type tumeur par exemple, hein, c'est pas toujours le cas, mais on en voit pas mal. Et on a moins de chances de rencontrer des animaux avec de l'épilepsie primaire dans ces tranches d'âge-là. Hein. Mais Ouais. globalement, oui, il y a plus de chiens épileptiques avec une épilepsie primaire, tout simplement aussi parce que ces chiens-là vivent plus longtemps. Dans la mesure où tu n'as pas de cause à l'origine de ça, si on arrive à les traiter et qu'ils font moins de convulsions, ils vont vivre leur vie presque normalement. Alors qu'un chien qui a une tumeur au cerveau, on va pouvoir l'aider, on va pouvoir proposer des choses, mais un jour ou l'autre, il y a grande chance qu'il ne soit plus là. Donc du coup, l'espérance de vie est réduite. Donc automatiquement, tu as plus d'animaux épileptiques parce qu'ils ont une épilepsie primaire que parce qu'ils ont une épilepsie secondaire. Alors, tu as aussi, on l'a vu tout à l'heure hein, avec les vidéos hein, que tu nous as transmises, hein, il y a des crises généralisées ou il y a des crises partielles. On l'a vu tout à l'heure, hein, plutôt au niveau de la mâchoire, des tremblements, parfois généralisés avec l'animal couché sur le flanc. Et, il y a en cas de crise partielle, tu vois pas forcément d'autres symptômes sur d'autres parties du corps, alors que la généralisée, ça implique tout le corps. Il y en a une qui est plus fréquente que l'autre, de ce que tu vois? C'est la généralisée. Hein. Clairement, la généralisée, on voit ça dans 95% des cas. Hein. Les crises focales, c'est beaucoup plus anecdotique, c'est beaucoup plus difficile à diagnostiquer et ça peut parfois aussi être plus difficile à traiter. D'accord. J'ai vu quelque chose sur Internet aussi. Et alors, je ne sais pas, est-ce qu'il faut relier ça à de l'épilepsie ou pas du tout. J'ai vu l'histoire du fly biting chez le cavalier King Charles. Donc ce qu'on appelle le gobage de mouche, hein, parce que mon anglais n'était peut-être pas audible, je ne sais pas. Est-ce que c'est de l'épilepsie finalement ou ça n'a rien à voir? C'est un autre problème chez le cavalier King Charles? Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des épisodes un petit peu bizarres, soit globalement tu vas classer ça comme de l'épilepsie, soit tu vas classer ça comme un trouble comportemental. Et l'hésitation n'est pas idiote parce qu'au final, un comportement, c'est quoi? C'est aussi des neurones qui vont se toucher entre eux. L'épilepsie, c'est des neurones pour lesquels il va y avoir des décharges. Et donc, il y a des neurologues qui vont plutôt penser que c'est de l'épilepsie. Il y a des neurologues qui vont penser que c'est pas de l'épilepsie et que ça peut être autre chose. Alors, qu'est-ce que ça peut être si c'est pas de l'épilepsie? Ça peut être du trouble obsessionnel compulsif, un petit peu comme il y a chez les humains, mais on n'a pas du tout les mêmes armes diagnostiques pour identifier ça. Hein. Il y en a qui vont penser aussi que c'est que ça peut. Alors, il y a aussi parfois, dans certains cas, on peut avoir identifié que ça puisse être lié à certains troubles digestifs aussi. Hein. Donc, c'est vraiment important de voir un vétérinaire par rapport à ce problème-là. Pourquoi? Parce que l'actualité aussi avec ces maladies-là change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de faire une vidéo qui va rester sur Internet, je pense, longtemps. Mais si quelqu'un la voit dans 1 an ou 2 ans, peut-être que ce que je te dis n'aura plus du tout de sens et qu'on aura découvert d'autres choses. Hein. Et donc, il y a ces maladies-là, comme le fly biting. En fait, il y a les animaux qui vont répondre aux anticonvulsivants. Donc, on va se dire, oui, c'est sûrement des crises convulsives. Mais comme les anticonvulsivants vont aussi calmer un petit peu le cerveau, ça pourrait aussi résoudre un traitement, ça pourrait aussi être vu avec un problème comportemental. Et enfin, il y a des gens, on va aussi pouvoir essayer parfois de traiter le fly biting avec une molécule qui s'appelle la fluoxétine, qui est une molécule très utilisée en comportement. Et il y a des chiens qui vont répondre à ça. Donc, du coup, dans quoi on les classe? Donc ça, l'avenir de ça serait vraiment faire des électroencéphalogrammes sur ces animaux-là. Et je sais qu'à Lyon, ils font beaucoup d'études là-dessus. Et peut-être que d'ici quelques années, on pourra répondre à cette question-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. D'accord. Bon, je te remercie. C'était la petite aparté là-dessus. Alors, on revient sur justement l'épilepsie chez le chien.
Alors, on va recouper forcément avec tout à l'heure, hein, quand je te parlais de faire un examen par le vétérinaire pour arriver à le diagnostiquer. Est-ce que l'épilepsie chez le chien, il y a une démarche vétérinaire bien précise finalement? Alors, la démarche, jusque dans les années 2015, on avait une codification qu'on se transmettait. Mais dans la démarche diagnostique, en 2015, il y a eu deux consensus qui sont sortis, un consensus américain et un consensus européen. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on va proposer dans un premier temps de faire des prises de sang pour écarter vraiment une cause sanguine à tout ça. Ensuite, c'est IRM de l'encéphale et ponction de LCR. Et si on veut aller encore plus loin, l'électroencéphalogramme. Mais ça, c'est ce qui est écrit sur le papier. Et après, il y a la réalité des choses. Tout simplement parce que malheureusement, chez les chiens, il n'y a pas de sécu. Et donc, c'est des examens qui ont des coûts. Voilà. Les prises de sang, c'est des choses qui vont être, qui peuvent être faites assez facilement et disponibles chez tous les vétérinaires. Les IRM sont beaucoup moins disponibles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de villes où il n'y a pas d'IRM, et c'est des examens qui sont très onéreux et qui demandent une anesthésie générale. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment demander conseil à votre vétérinaire, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent me voir en espérant que l'IRM va soigner leur chien. Non, l'IRM ne va pas soigner l'épilepsie, il va permettre de mieux comprendre ce qui se passe, de savoir s'il y a autre chose. Mais quand il y a des soucis financiers et que ces examens ont des coûts et qu'il faut faire un choix entre traiter le chien ou faire de l'IRM, la question elle se pose pas, il faut traiter le chien d'abord. D'accord, voilà, bien sûr. Mais si on regarde sur papier, voilà ce qu'il faut faire. D'accord, je te remercie. Alors, on le sait bien, un traitement existe. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs de propriétaires de chiens comme de chats qui sont posées sur les traitements, avec parfois un traitement qui est débuté, l'animal qui n'a plus de crise, ou alors des crises qui resurviennent. Bon, on va y revenir après dans les questions qu'on aura, je pense, à la fin du live. Quand est-ce qu'il faut recommander ce traitement finalement, Aurélien, et ce traitement, est-ce qu'il est à vie? Alors, les règles actuelles, on va recommander un traitement si on pense qu'il y a une maladie sous-jacente. Par exemple, si j'ai un boxeur de 10 ans, les boxeurs sont prédisposés aux tumeurs au cerveau qui vient de faire sa crise, là je vais recommander un traitement parce que je sais qu'il va en refaire une forcément. En dehors de ces cas-là, les cas où on va penser que c'est l'épilepsie primaire, c'est-à-dire le chien classique avec sa première crise entre 6 mois et 6 ans, s'il y a une seule crise, on ne va pas traiter. Et les recommandations actuelles, c'est s'il y a plus d'une crise tous les 3 mois, c'est-à-dire 2 crises en l'espace de 3 mois, là on va commencer à traiter avec un anticonvulsivant. Le choix de l'anticonvulsivant appartient au vétérinaire qui va vous prescrire l'anticonvulsivant. Et la question c'est, est-ce que c'est un traitement à vie ? Les recommandations là-dessus à l'heure actuelle, c'est que on a tendance à continuer le traitement tant qu'on n'a pas 1 an sans crise convulsive. Et 1 an sans crise convulsive, c'est beaucoup chez un chien. C'est très très rare chez un chien qu'on arrive à 1 an sans crise convulsive. C'est probablement moins de 10% des chiens. Les chiens ont du mal à être traités. Donc je dis d'emblée à mes propriétaires, imaginez que le traitement va être à vie. Et mettez-vous ça dans la tête. Parce que si on se trompe, si on voit qu'on a bien équilibré votre animal et qu'on va commencer à diminuer le traitement, eh bien on sera très heureux de s'être trompé. Mais en dehors de cela, il vaut mieux se dire dans sa tête que ça va être un traitement à vie, malheureusement. Par contre, c'est vrai que le traitement, ça peut freiner les crises d'un animal. Oui. Est-ce que donc on peut dire, d'après ce que tu viens de nous expliquer, que ça peut même, dans certains cas, les stopper définitivement? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être un tout petit peu humble avec ça, parce que tu sais que quand on met un médicament sur le marché en médecine vétérinaire, maintenant on ne fait pas n'importe quoi, on doit vérifier qu'il fonctionne bien. Et les critères d'efficacité, c'est qu'on compare la fréquence des crises avant le moment où on a mis le traitement et après le moment où on a mis le traitement. Et alors les critères sont différents, mais le critère principal on regarde si le traitement a permis de diminuer la fréquence des crises par 2. Autrement dit, j'ai un chien qui faisait une crise toutes les semaines. Si je mets le traitement et qui fait une crise toutes les 2 semaines, on estime que le traitement a fonctionné. Donc c'est-à-dire que notre niveau d'exigence chez le chien est assez faible. Alors évidemment, je préférerais qu'on se dise le traitement fonctionne
que si on a zéro crise, ou alors on a une crise tous les 6 mois ou tous les ans. Mais dans ce cas-là, il n'y a très peu de médicaments qui seraient sur le marché, je pense même aucun, parce qu'il n'y a aucun médicament qui arrive à ce résultat chez le chien. C'est très très rare qu'on y arrive. Alors il y a plein de gens qui vont me dire si moi j'y arrive et tant mieux pour eux. Et aussi je suis probablement biaisé parce que je vois beaucoup d'animaux qui viennent parce que les propriétaires sont en difficulté, parce que c'est compliqué. Mais globalement, on est sur un niveau d'efficacité des médicaments qui est de diminuer la fréquence des crises par 2. D'accord, c'est bon, ce qui est déjà pas mal. Donc, et justement, j'allais te dire, est-ce qu'il y a une fréquence à laquelle on doit traiter son animal? Finalement, j'ai envie de dire une moyenne, hein, parce que chaque cas, j'imagine, est individualisé. Mais est-ce que tu as une fréquence moyenne? Alors, la fréquence de base, hein, encore une fois, c'est plus d'une crise tous les 3 mois, on traite. Et alors, le souci qu'on va avoir, c'est le niveau d'exigence des propriétaires. C'est-à-dire que j'ai des gens qui vont être extrêmement stressés, pour lesquels la crise va être traumatisante, et il n'y a pas de critique par rapport à ça. Une crise, c'est traumatisant. Il y a des gens qui vont pas vivre la maladie, et pour lesquels n'importe quelle crise va être extrêmement difficile à vivre. Et j'ai des gens qui vont être beaucoup plus sereins par rapport à ça, qui vont arriver en disant oui, bah, mon chien il fait des crises depuis, ça fait 15 jours qu'il fait des crises tous les jours, et qui vont plutôt bien le vivre. Alors, il y a peut-être un juste milieu à avoir entre les deux, hein. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut se fixer un objectif avec le vétérinaire. C'est-à-dire que voilà la fréquence actuelle des crises convulsives, quelle est la fréquence qu'on trouve acceptable pour mon chien, et on voit si c'est réaliste. Si c'est pas réaliste, on va le dire tout de suite. Et si c'est réaliste, en fait, on va se fixer cet objectif-là, et chaque fois qu'on se voit en suivi, on compare le journal, parce qu'il faut faire un journal, hein, quand on est propriétaire, il faut écrire les crises, les dater, parce que sinon on oublie. Et on compare par rapport à ce qu'on a dit à avant, et on voit si on doit ajuster le traitement par rapport à ça. Il y a même des applications, je crois, hein, pour permettre de suivre, hein, les crises de son chien. Il y a des applications, mais ce qu'il faut faire attention aussi, je trouve, hein, c'est que les applications, c'est très bien, parce que si c'est un outil pour enregistrer, mais le papier et le crayon, c'est très bien aussi. Mais il ne faut pas que ça devienne non plus un critère anxiogène. Parce que y a des gens qui vont vouloir tout bien noter, tout bien filmer, etc. Ce qu'ils font, qu'ils vont penser à l'épilepsie en permanence. J'ai des propriétaires qui vont mettre des caméras pour ne pas louper la moindre crise chez eux. Ce qui fait que quand ils sont en travail, ou quand ils sont en vacances, ou quand ils sont chez les amis, ils sont sur leur téléphone pour voir si le chien ne convulse pas. Ça, c'est un comportement qui est louable, parce qu'on veut vraiment aider son chien, et je l'entends complètement. Mais faites attention à votre santé mentale aussi, hein. Ça a été démontré, tu sais, que les gens qui ont un chien épileptique ont une santé mentale qui est beaucoup plus difficile que les autres personnes, les autres propriétaires. C'est-à-dire qu'on souffre. On souffre en tant que propriétaire de chien épileptique. Et il faut en parler. Il faut en parler à votre vétérinaire. Il ne faut pas oser dire j'en peux plus. Il ne faut pas hésiter en parler à des amis, en parler dans un couple, parce que souvent, dans un couple, il y a l'un ou l'une des deux qui veut faire face et l'autre qui craque. Il faut échanger, parce que c'est vraiment une maladie qui est mentalement très difficile à vivre. Ouais, c'est très éprouvant pour les propriétaires. Alors, on n'aura pas le temps, hein, de passer une demi-heure sur les facteurs favorisants, mais c'est une question qu'on nous pose beaucoup quand même chez les propriétaires qui ont un animal épileptique, hein. Y a-t-il des facteurs qui favorisent les crises? En fait, ce qu'ils veulent à tout prix, c'est essayer de prévenir les crises. Est-ce qu'il en existe, ou est-ce que c'est illusoire finalement? Alors, il y a certaines formes d'épilepsie très rares, qu'on appelle des épilepsies réflexes, où une action, un bruit, une lumière va déclencher une crise convulsive. Ça, c'est rarissime. J'en vois 1 ou 2 par an. C'est beaucoup chez le chat, mais globalement, il faut retenir que ce n'est pas une généralité. Donc ça, pour expliquer très rapidement, il y a un son particulier ou un bruit métallique qui peut déclencher une crise convulsive. En dehors de ce cas-là, ce qu'il faut retenir, c'est que les crises convulsives ont un facteur aléatoire très fort, ou un facteur parfois aussi très régulier, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Il y a des chiens qui vont faire des crises que la nuit. On ne sait pas pourquoi, probablement parce qu'ils sont dans une phase de repos. Il y a des chiens qui vont faire des crises à peu près tous les 14 jours, 28 jours. On ne sait pas pourquoi non plus. Le caractère aléatoire fait que, à chaque fois que ton chien va faire une crise convulsive, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui a pu se passer dans les dernières 24, 48 heures, 72 heures pour expliquer ça? Parce que tu as envie, avec ton cerveau de propriétaire, d'être humain, d'expliquer les choses. Mais dans la majorité des cas, on n'arrive pas à l'expliquer. Alors, il y a quand même des choses qui sont un petit peu troublantes, et pour préparer le live, j'ai regardé un petit peu ce qui a été décrit récemment. Il y a des fois où il y a des gens qui vont
dire qu'ils ont l'impression qu'il y a un déclencheur. Et donc, ils essayent de supprimer ou de changer le déclencheur et on constate si ça améliore ou pas la fréquence des crises convulsives. Donc là, ce que je vais donner, ce n'est pas des solutions, c'est des anecdotes que les gens ont rapportées. Il y a une dame qui s'est amusée à faire écouter du Mozart à son chien et elle trouve que ça a beaucoup réduit les fréquences de crises convulsives. Alors, je ne dis pas qu'il faut traiter son chien en faisant écouter Mozart, mais le fait de calmer l'anxiété avec la musique classique lui a fait du bien. Il y a des gens qui se rendaient compte que leur chien déclenchait des crises convulsives systématiquement chaque fois qu'ils allaient le promener à la plage. Et une fois qu'ils ont arrêté, il n'en a plus fait. Il y a des chiens qui ont changé de famille et qui n'ont plus fait de crise derrière. Il y a des chiens qui font des crises que quand le maître n'est pas à côté d'eux. Donc il y a des choses vraiment bizarres comme ça. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas juste une surinterprétation? On n'en sait rien. Mais il y a des gens et tous les jours, j'ai une nouvelle histoire où je peux être surpris. Et chaque cas est individuel, en fait. Donc, je ne vais pas pouvoir donner des règles. Ce que les gens aimeraient entendre, c'est éviter de faire ça et le chien ne fera pas de crise. La solution magique, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de solution magique. J'aimerais bien, mais il n'y en a pas, malheureusement. Et je la recherche. Si quelqu'un là dans le chat, il ne faut pas hésiter, mais je pense qu'il n'y en a pas, malheureusement. Bon, en tout cas, tu es honnête et ça, c'est très, très appréciable. Et je te remercie pour toutes tes lumières. Alors, on va passer aux séances de questions. J'en profite déjà pour vous dire à nouveau désolé pour les soucis techniques qu'on a eus. Sachez que c'était notre premier live, on avait un peu de pression quand même si on est habitué à tourner, mais là voilà, tout fonctionnait bien juste avant et puis voilà, maintenant c'est les joies du direct, mais en tout cas j'espère que vous aurez apprécié toutes les explications d'Aurélien sur les convulsions, sur l'épilepsie en particulier. Alors moi j'ai une première question de Béatrice qui a un chien de 5 ans qui a fait sa première crise la semaine dernière dans la nuit. Alors la question, tu y as déjà répondu un peu tout à l'heure, mais je la repose parce qu'il y a quand même souvent ce type de question. Comment savoir quand risque de survenir la prochaine crise? Tu n'en as aucune idée. C'est impossible à prévoir malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chiens qui vont faire une seule crise convulsive et ne plus en refaire de leur vie ou alors en refaire 1, 2, 3 ans plus tard. Pourquoi? On en sait. On n'en a absolument aucune idée. Donc il faut pas se dire forcément mon chien va faire une crise convulsive, il va en refaire une derrière. Est-ce que c'est pas parce qu'on a un chien qui a fait une convulsion qu'il va forcément devenir épileptique derrière, mais ça veut dire qu'il faut surveiller. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on rentre et qu'on a laissé son chien tout seul, il faut regarder s'il n'y a pas des traces de salive ou des traces d'urine qui pourraient être des signes de crise convulsive. Il faut prévenir dans la famille si on laisse son chien, attention, il m'a fait une fois une convulsion. Si tu en vois une, tu la notes et tu m'appelles ou tu appelles un veto. Mais on ne peut pas savoir malheureusement. On n'a pas de boule de cristal pour ça. Oui. Alors j'ai Marc aussi qui nous dit « Mon chien de 7 ans a un traitement épileptique depuis 1 semaine. Il était propre et maintenant il fait pipi dans la maison. Est-ce que tu as moyen de le rassurer ou pas? Est-ce que c'est transitoire ou est-ce que c'est lié aux médicaments et ça fait partie des effets secondaires? Alors, je ne sais pas quel médicament a eu Marc, mais globalement, souvent, on commence avec le phénobarbital ou l'imépitoïne, qui sont des molécules qui vont donner plus soif aux chiens. Et donc, s'ils ont plus soif, ils vont faire plus pipi. Ils urinent plus, ouais. Exactement. Si je bois 2 litres d'eau avant d'aller me coucher, je vais me réveiller, je vais réveiller toute la famille pour aller faire pipi 3 fois dans la nuit. Et c'est ce qui se passe. Donc les chiens ne deviennent pas incontinents à cause du médicament, mais ils ont plus envie de faire pipi. Ça, malheureusement, c'est un effet qui n'est pas transitoire et qui a tendance à perdurer. Et donc, dans ces cas-là, c'est des habitudes qu'il va falloir changer. Alors, ce que je recommande, c'est d'essayer de promener son chien ou sa chienne un peu plus tard dans la nuit, un peu plus tôt le matin. Mais les animaux aussi vont avoir tendance à s'habituer. Au début, ils n'ont pas l'habitude de tout cela. Et donc, ils ont beaucoup tendance à s'oublier dans la maison. Alors, les questions qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il faut du coup retirer la gamelle la nuit ou des choses comme ça? Franchement, quand j'ai très soif, moi, j'ai pas envie qu'on me retire la bouteille d'eau. Et donc, c'est difficile de dire retirer l'eau parce que quand on a soif, c'est horrible. Et c'est ce qu'ils ressentent, c'est qu'ils boivent pas pour le plaisir, c'est pas pour se faire plaisir, c'est parce qu'ils ont soif. Donc, c'est plus, je pense, aux propriétaires d'essayer de s'adapter un petit peu à la situation, malheureusement.
Ouais. Bon, de toute façon, on a le même cas quand on a un animal diabétique ou un animal qui est atteint d'un syndrome de Cushing. Hein, c'est pareil. Hein. Oui. Faut sortir son chien plus tard et puis plus tôt. Moi, j'avais le cas avec mon chien et puis faut s'adapter comme tu le dis. Alors, j'ai une autre question de Bertrand. Son chien de 4 ans est sous traitement depuis 2 ans. Il avait plus de crise. Depuis quelques mois et de nouveau il en a eu de nouveau il y a quelques jours. Est-ce que Bertrand doit retourner consulter son vétérinaire? Alors oui, il faut qu'il aille reconsulter son vétérinaire parce qu'il y a plusieurs possibilités. Alors, encore une fois, ça va dépendre de la molécule, mais si c'est une des molécules classiquement utilisées, il peut arriver que le foie, en fait, le corps s'habitue au médicament, parce que le foie va petit à petit éliminer le médicament. Et donc, il faut en donner plus qu'avant. Mais en même temps, si on en donne trop, on risque de passer dans les doses toxiques. Donc dans ces cas-là, selon le médicament qui est donné, les vétérinaires peuvent prescrire et faire une prise de sang pour voir la quantité de médicaments qu'il y a dans le sang. Et ensuite, on fait un calcul et ça permet d'augmenter le médicament. Et donc, si Bertrand dit que son chien a répondu pendant 1 an, c'est plutôt rassurant parce qu'on est peut-être dans cette situation-là, il suffira d'augmenter la dose. Ça, c'est la première réponse. Après, il y a aussi malheureusement ce qu'on appelle l'effet lune de miel, qui est un effet qui est connu, qui nous vient de la médecine humaine, où le médicament marche bien au début et s'installe une tolérance qui n'est pas métabolique, c'est-à-dire que ce n'est pas le foie qui a plus éliminé le médicament, mais c'est les neurones qui ne répondent plus au médicament. Et ça, c'est plus embêtant parce que dans ces cas-là, on a beau augmenter la dose, on n'arrivera pas à revenir à avant. Et dans ces cas-là, votre vétérinaire, il va vous conseiller, mais il peut arriver qu'on rajoute un autre médicament. D'accord. Bon, en tout cas, c'est l'effet lune de miel chez les médicaments. Hein, tant qu'on reste dans le médicament, c'est mignon comme image, mais voilà, restons dans le médicament parce que moi, je suis encore fleur bleue, j'ai envie d'y croire. Donc, mais bon, témoignage aussi. Alors, Dan, qui a un Yushki de 6 ans pour le coup, qui est un petit peu plus âgé, qui a été mis sous traitement. Et alors, son chien a quelques effets secondaires. Alors, c'est aussi des cas qu'on peut rencontrer hein, au moment de la mise sous traitement. Faiblesse, le train arrière qui a du mal à se relever, parfois il a un appétit marqué, il peut être soit agité, soit somnolé. Est-ce que finalement il faut lui dire qu'il faut réadapter la dose du traitement? Est-ce que le traitement est trop fort? Est-ce que c'est la molécule qui ne va pas? Qu'est-ce que tu lui dirais ça va dépendre depuis combien de temps le médicament est donné. La plupart des anticonvulsivants, il va y avoir une phase transitoire comme ça où les chiens vont être un petit peu fatigués, perdre l'équilibre, comme s'ils avaient bu un coup en quelque sorte. Et ça peut durer parfois une dizaine de jours, 2 semaines. Mais dans la majorité des cas, c'est réversible. En tout cas, c'est pas le but. Le but, c'est pas d'avoir un chien drogué en permanence. Donc souvent, il faut patienter un petit peu. Or, s'il y a une inquiétude, il faut recontacter les vétérinaires qui ont prescrit le médicament pour être sûr. Mais quand je prescris du phénobarbital en première intention, je dis toujours pendant 10 jours, vous risquez d'avoir un chien comme s'il avait bu un coup groggy. Et groggy et drogué. Et ça, heureusement, c'est réversible. Donc, il suffit de patienter dans ces moments. D'accord, je te remercie. Bon, en tout cas, il est déjà 21h50 quand même, hein, mais ça passe vite. Bon, même si on a eu un petit souci au démarrage, mais après, ça ne sera que mieux. En tout cas, un grand merci Aurélien. Merci à toi surtout. Tout ce partage, c'était passionnant. C'est pas facile l'épilepsie, c'est ce que j'ai envie de conclure. C'est très compliqué. Il n'y a pas de solution miracle finalement. Non, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a plein de choses à dire. Tous les chiens peuvent être concernés parce qu'on a parlé de prédisposition raciale, mais n'importe quelle race de chien finalement peut quand même être concernée. Et oui, personne n'est à l'abri malheureusement. Ouais, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci en direct du CHV à Nicure à Pommery, donc situé à Reims, où tu consultes en neurologie. Un grand merci. J'espère que ce sujet vous aura intéressé, que n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire. Merci d'avoir patienté le temps de ce petit souci technique. Vous aurez eu l'occasion justement de voir aussi Laurent qui est en régie qui nous suit. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Tony et Léon. La chaîne de conseils vétérinaires. On va continuer avec les lives et puis avec le temps et le direct, on va s'améliorer et on retrouvera certainement avec grand plaisir Aurélien sur d'autres sujets pour nos chiens et chats. Oui, Aurélien, si tu es prêt, ça a été le baptême du feu aujourd'hui, donc ce serait grand plaisir.
Et puis on vous retrouve bien sûr dimanche pour une nouvelle vidéo pour nos chiens et chats et la semaine prochaine pour un nouveau live. Et là un live qui va s'adresser aussi de façon très ouverte à des propriétaires de chiens, de chats, voire de furets. On va parler d'une association vétérinaire qui s'appelle Vétérinaires pour tous, qui permet à des personnes dans des situations précaires de pouvoir bénéficier de soins vétérinaires. On va en parler avec des personnes de l'association et vous aurez plein de surprises au cours de ce live avec des personnalités du domaine de l'audiovisuel mais aussi de l'industrie qui vont prendre la parole sur ce sujet-là. Donc ne le ratez pas. Et puis nous, on va se mettre encore plus la pression pour être au rendez-vous. En tout cas, à bientôt. Et puis Aurélien, à très vite aussi. Grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.